Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, la CONAC épingle à nouveau dans son rapport sur la lutte contre la corruption en 2014. La commission fait savoir que 16 milliards de francs CFA ont été détournés dans le cadre des indemnisations du projet hydroélectrique de Menvele et dans le cadre de la gestion de la catastrophe de Saméfoulane. À suivre dans ce journal les grandes lignes de ce rapport rendu public ce jour à Yaoundé. Et puis 91 milliards de francs CFA, c'est là le montant du programme routier pour l'année 2016. Ce chiffre a été révélé ce jour au cours d'une rencontre internationale, rencontre nationale d'évaluation des projets routiers à Yaoundé. Réunion au cours de laquelle on a également appris que des projets routiers non exécutés seront tout simplement annulés. Voilà pour le sommaire, les détails, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. Nous le disions tout à l'heure, 16 milliards de francs CFA détournés dans la gestion des indemnisations du projet hydroélectrique de Menvele et dans le cadre de la gestion de la catastrophe de Saméfoulane, c'était en 1998. Ce sont là quelques informations qui figurent dans le rapport de la CONAC sur la lutte contre la corruption en 2014. Le document rendu public ce jour à Yaoundé relève également plusieurs pratiques peu orthodoxes qui font perdre beaucoup d'argent au trésor public. Joël Essengue et Marcelin Gansop nous en disent plus. Il ressort du rapport que vient de publier la CONAC que plus de 16 milliards et demi de francs CFA ont été détournés dans le cadre de deux projets, l'indemnisation des victimes de la catastrophe d'Ensam ainsi que celle du projet de construction du barrage hydroélectrique de Menvele. L'État a subi un préjudice financier de l'ordre de 1 milliard 792 millions 398 619 francs, représentant 64% du montant total des indemnisations du fait de la surévaluation des constructions et des cultures des populations riveraines dans le cadre de la gestion du projet de construction du barrage hydroélectrique de Menvele. Le montant des sommes détournées dans le cadre de la gestion du fonds d'indemnisation des victimes de la catastrophe d'Ensam s'élève à 14 milliards 783 millions 183 736 francs. Les enquêtes menées par la CONAC ont également permis de déceler la distraction d'importantes sommes au ministère de l'Éducation de base. La gestion des fonds perçus au titre de la délivrance des attestations de réussite et des marchés relatifs à la délivrance des diplômes au ministère de l'Éducation de base a fait perdre à l'État la somme de 125 150 495 francs. À ces importantes sommes d'argent détournées, il faut ajouter des pratiques peu orthodoxes qui sont de nature à encourager la corruption et à faire perdre de l'argent au trésor public. Sous forme de pratiques de double emploi, dépenses inopportunes sans rapport avec l'objet du fonds ou du projet, paiement des primes irrégulières, paiement des frais d'émission injustifiés, remise des chèques fictifs aux sinistrés, marchés publics non réalisés ou abandonnés, taxes sur la valeur ajoutée payées sur les fonds du projet. Autre fait marquant, la découverte d'un vaste réseau de corruption dans les opérations de vente aux enchères publiques des véhicules au port de Douala. La CONAC salue tout de même les efforts consentis par certains départements ministériels pour tordre le cou à la corruption. C'est le cas par exemple du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, du ministère des forêts et de la faune, du ministère de l'eau et de l'énergie, du ministère du commerce et du ministère de l'économie. À la question de savoir à quoi servent les rapports de la CONAC, son président nous renvoie à l'actualité récente. Il y a même des personnalités qui sont déjà saisies par rapport à certaines indemnisations qui n'ont pas été conformes à la règle. Vous êtes d'accord avec nous aujourd'hui qu'il y a certaines de ces personnalités qui sont interpellées. Nous avons l'habitude de dire et nous continuons à le dire
la CONAC ne va pas se substituer aux juridictions. Le président de la CONAC s'est réjoui des innovations contenues dans le nouveau code pénal et concernant les infractions assimilées à la corruption, et notamment le détournement de fonds publics en matière électorale, le délit d'initié, les entraves au fonctionnement du marché financier, la corruption en matière de concours administratifs ou examens et autres blanchiments d'argent au moyen des jeux et loteries. Pour le prochain rapport, attendu avant la fin de cette année, le président de la CONAC a promis de dévoiler l'identité des institutions et entreprises les plus corrompues au Cameroun. Tout à fait autre chose à présent. Les marches des agriculteurs tenues en fin de semaine dernière à Yaoundé et à Bafoussam n'ont pas fait fléchir le gouvernement. Jusqu'à hier dimanche, au moment où passaient nos reporters, le marché de la volaille, nouvellement construit par ces agriculteurs à Yaoundé, est resté désespérément fermé. L'interdiction de la vente de la volaille dans le département du Fundi n'a pas encore été levée, malgré les manifestations de ces agriculteurs. Plus de précisions avec Yannick Bazoua et Élisée Borba. Face à la fermeture de tous les 23 marchés de vente de poulets et déterminés à faire écouler leurs produits à tout prix et à tous les prix, les agriculteurs sont passés à la vitesse supérieure. Par conséquent, ils ont aménagé un espace de vente témoin au marché du 8e dans l'arrondissement de Yaoundé 2. Rendu sur le site ce dimanche 26 juin, un hangar de 24 étals prêt à accueillir les potentiels vendeurs nous accueille. Pour l'instant hors service, mais le décor du site et, à en croire certaines indiscrétions, accueillera dans les jours à venir les poulets destinés à la vente. À l'entrée du hangar, une banderole sur laquelle on peut lire « Inauguration du marché témoin à volaille de Yaoundé, le marché de l'émergence avicole brille de mille feux ». À l'entrée du marché, une autre banderole sur laquelle est inscrit « Merci Monsieur le ministre Dr Taïga pour votre soutien à l'agriculture, laisserait croire aux visiteurs que le site a été aménagé avec la bénédiction du gouvernement. » Faux, déclare l'un des responsables de la cellule de communication du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales jouant au téléphone. Pour l'heure, il n'est pas question d'ouvrir un quelconque site de vente des poulets tant que la menace de l'épizootie est encore d'actualité, nous a-t-il laissé entendre. Serait-il donc un défi que lancent les agriculteurs au gouvernement? La question reste posée. Seul l'avenir nous le dira. Surtout que lors de leur mouvement de grève le 23 juin dernier, éleveurs et vendeurs ont exigé du gouvernement l'ouverture immédiate des marchés et la levée de l'interdiction de commercialisation des poulets. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala a visité ce jour des chantiers où devront se faire des drainages fluviaux dans les prochaines semaines. Une visite qui intervient, rappelons-le, quelques jours après les inondations qu'ont enregistré la capitale économique. Donc, selon le docteur Fristonen Tonnet, cette visite marque le début des travaux qui commencent là par la sensibilisation des populations. Gladys Sidje et Innocent Abega. La fin des inondations n'est pas pour demain dans la ville de Douala. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala a certes effectué une descente sur le terrain 6 jours après les dernières inondations spectaculaires dans la capitale économique, mais il n'a pas apporté la solution miracle aux préoccupations des populations. Il faudra encore attendre 2 ans pour résoudre définitivement le problème d'inondation dans la ville de Douala. Ces travaux consistent aujourd'hui à l'aménagement des drains existants sur l'ensemble de la ville de Douala, donc essentiellement sur le drain sur lequel on se trouve aujourd'hui qui s'appelle le drain d'Emgoua. Et donc c'est un aménagement en béton armé de tous les canaux existants de la ville de Douala. Les travaux sont prévus pour une durée de 2 ans. Pour l'instant, on est dans la phase de réalisation de tout le projet d'exécution et on a commencé une partie du curage. Le taux d'avancement aujourd'hui, sachant que pour un projet de 2 ans qui a démarré le 23 mai, on est à un taux d'avancement aujourd'hui de 3%. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala a visité plusieurs sites où des travaux de drainage doivent être effectués. La priorité a été accordée aux zones dites critiques. Le drain a plusieurs parties. Il y a des parties qu'on dit exutoires qui permettent donc de dégager vers un grand cours d'eau.
Il y a des parties qui ont des bords qui sont très fragiles, très hydromorphes. De telle sorte que même si vous amenez une pelle excavatrice normale, elle ne peut que s'embourber. C'est pour cela que dans un premier temps, nous allons traiter ces deux parties un peu délicates. Bon, les exutoires, mais surtout là où les rebords des drains sont hydromorphes. Nous sommes ici à Kondi, c'est un exemple. Ce n'est pas la première fois que le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala effectue une descente sur le terrain après les inondations dans la ville de Douala. Pourtant, la solution peine à être trouvée. À ce sujet, Friss Tonnet répond. Les fonds sont à la banque. On peut vous donner le relevé de compte. Nous sommes déjà en possession des fonds. Maintenant, il faudra que quand on va partager cet argent-là, qu'il y ait équité, il y ait bon accompagnement de nos compatriotes. Le premier dossier concernait près de 2500 familles qui devaient être dehors, c'est-à-dire que l'emprise était trop large. Nous avons revu ça. On a dit non, 2500 familles qui partent dehors, l'impact social est grand. Quitte à ce qu'on perde encore 3, 4, 5 mois pour essayer de voir une solution optimisée, là où on mettra le moins de Camerounais dehors. C'est cette solution optimisée donc qui va donc sortir, qui n'empêche pas que nous commencions les travaux. Le projet optimisé a élagué, a préservé 1000 familles. Selon le délégué du gouvernement, les travaux de drainage effectués en ce moment permettront de limiter les dégâts à l'arrivée des prochaines pluies. Et nous le disions tout à l'heure, 91 milliards de francs CFA, c'est là le montant du programme routier pour l'année 2016. Ce montant a été dévalué ce jour au cours d'une réunion d'évaluation nationale des projets routiers qui s'est tenue à Yaoundé. On a également appris au cours de la rencontre présidée par le ministre des Travaux publics que plusieurs projets routiers non exécutés en 2008, 2009 et 2010 seront tout simplement annulés. Plus de précisions avec Yannick Bazoua et Emmanuel Diop. Dans l'optique de mieux exécuter le programme d'entretien routier de 2016, le ministre des Travaux publics annule purement et simplement tous les projets non exécutés de 2008, 2009 et 2010. Quant aux projets non réalisés de 2011 à 2015, à hauteur de 75% et dont les délais d'exécution sont supérieurs à 100%, ils sont mis en demeure. Lesquelles mises en demeure doivent être évaluées 21 jours après. Un double objectif est recherché dans cette directive. C'est de libérer les tronçons de route de prétendus contrats d'entretien, premièrement. Et deuxièmement, de contractualiser donc les travaux d'entretien ou de réhabilitation, selon le cas, avec des entreprises performantes. Ainsi, nous aurons un réseau routier amélioré. Tous ces contrats qui datent de 2008, 2009, 2010 sont censés ne plus exister. Pour ce qui est des projets dont les contrats ont été résiliés, des mesures palliatives sont déjà prises, à en croire le ministre des Travaux publics, Nganou Messi. Après avoir mis en demeure, évalué la mise en demeure et résilier le contrat, alors nous pouvons installer une autre entreprise pour nous entretenir la route. Pour l'exercice 2016, le réseau routier de la région de l'Est connaîtra un traitement particulier. En particulier là-bas, nous allons préparer l'entretien lourd du tronçon de route Bertois, Garoua, Boulaye. Garoua-Boulaye, du moins les premiers 100 km. Le programme d'entretien routier de 2016 mobilise près de 91 milliards de francs CFA pour un linéaire de 730 km de routes revêtues, 8 877 km de routes en terre sur le réseau des routes principales et 2580 km de routes rurales.
À l'ouest du pays, les délégués permanents du RDPC sont en place. Ils ont été installés en fin de semaine par le secrétaire général du parti au pouvoir, Jean Kouété. C'était au cours d'une cérémonie qui a drainé son lot de faits insolites entre inondation de la place des Fêtes, embouteillage et abandon des chefs traditionnels. Cette cérémonie s'est mue en véritable scène de théâtre. Jean-Paul Chuniat et Dalachana n'ont rien raté de l'événement. Voici leur reportage. La grande messe politique du RDPC à Bafoussam a touché les extrêmes. Autant le rappel des troupes dans les 8 départements de l'Ouest a drainé une marée militante exceptionnelle, autant il a plu des grosses cordes, transformant la place des Fêtes en une zone inondable en plein centre-ville de Bafoussam. Presque à la fin de la cérémonie, d'un pluie invité surprise vient tout bouleverser. Face aux larmes du ciel tombant des heures sans répit et la montée des eaux, c'est le sauve qui peut. Toutes ces personnalités qui ont fait le déplacement de Bafoussam. Même dans leur gros cylindrée, Jean Kouété et sa suite peinent à se frayer du chemin entre eau de pluie et leurs camarades militants allant dans tous les sens. Les forces du maintien de l'ordre ont du fil à retordre pour évacuer tous les caciques du RDPC, pressés de quitter une place des Fêtes en proie à la montée des eaux. Dans leur départ, ils oublient leur hôte de marque, des chefs traditionnels d'Afrique venus rehausser la cérémonie de leur présence. Poireautant des heures sans moyen de locomotion, sous le regard impuissant et indigné de leur homologue, le chef supérieur des Batoufam. Au-delà de toutes ces curiosités, débarrasser le plancher s'avère une autre paire de manches. Ici, individu tout rang social confondu, a eu pour son bon compte. Ce n'est pas ce sac poubelle en guise de pluviomètre qui le démentira. Pour les militants du RDPC, la fête était belle, arrosée d'une pluie en guise de bénédiction. Mais pour d'aucuns, cette grosse pluie était bien la colère du ciel pour la cause des aviculteurs tenus à distance de la cérémonie. Voilà donc pour cette cérémonie d'installation des délégués permanents du RDPC dans la région de l'Ouest. Cap à présent dans le département d'Union-Ikele et arrêt à Boumyébé, le célèbre carrefour situé sur l'axe Douala-Yaoundé. Un carrefour pris d'assaut par des adolescents devenus commerçants pendant cette période de vacances. Et vous allez voir dans le reportage qui va suivre que c'est en bravant plusieurs risques que ces jeunes enfants préparent leur prochaine rentrée scolaire. Nos reporters les ont suivis. Voici le reportage de Flavien Dongo et Guy Joël Niemp. Nous sommes au péage de Boumyébel. C'est sur l'axe Douala-Yaoundé. Chaque véhicule de transport en commun ou personnel qui ralentit ou marque un arrêt est inondé par des petits commerçants. Ces jeunes commerçants sont pour la plupart des élèves désormais en vacances. Ils disent chercher l'argent pour la prochaine rentrée scolaire. Les archiveurs, la taxe est 20%. Quand je vends 10 000, j'ai 2 000 pour préparer ma rentrée scolaire. Je vends parce que j'ai envie d'avoir l'argent pour payer les cahiers pour aller en scolaire. Les adolescents qui prennent des risques, ils sont parfois obligés de rentrer dans les véhicules pour proposer leurs marchandises aux passagers avec quelquefois la complicité des conducteurs. On se promène avec parfum bang, on entre sur les routes parce que les chauffeurs ont souvent nous demandent souvent d'entrer parce qu'ils veulent souvent la mort. Boumyébel, véritable carrefour commercial où se déroulent de bonnes affaires. Noix de coco,
prune plantain ou eau en sachet, et surtout le célèbre gésier qui suscite parfois des questionnements quant à sa provenance. Dans ce grand carrefour, les frites de plantain sont aussi de bonnes affaires, quoique vendues par des adolescents. Quand je vends un paquet, je vais 5 donc. Par exemple, si je prends les chips de 10 000, je vais mettre 2500 à garder. À Boumniébel, la vie semble belle pour ceux qui ont choisi de faire du petit commerce, malgré les cas d'accidents souvent enregistrés. Voilà donc pour cette petite vie à Boumniébel. En sport à présent, championnat national de Ligue 1. La 23e journée a été marquée ce dimanche par la défaite de la plupart des clubs placés dans le haut du tableau. Coton Sport de Garoua, Union de Douala, New Star et Unisport ont été battus par leurs adversaires à domicile ou à l'extérieur. Le point de cette 23e journée avec Sylvestre Hippolyte Sangaou. 14 buts inscrits, 2 matchs nuls, 7 victoires. La 23e journée de Ligue 1 a surtout été décevante pour les clubs classés dans le haut du tableau. L'Union sportive de Douala, New Star, Unisport du Onkam et Coton Sport de Garoua ont été battus. Coton Sport, dans un match plein de suspense, face à l'Aigle Royal de la Ménois, s'est incliné à domicile 3 buts contre 4. Pourtant, les cotonculteurs sont revenus à la marque à 3 reprises. Menés 0 but contre 2 à la mi-temps, ils ont remonté la pente dès l'entame de la deuxième période. Puis se sont fait une nouvelle fois devancer. Le club est revenu à 3 buts partout avant de s'incliner finalement. Une première, car les champions en titre du Cameroun, depuis leur accession en Ligue 1, n'ont jamais encaissé 4 buts à domicile. Après son match nul, 1 but partout à Limbé face à New Star, à la 22e journée, l'Union sportive de Douala s'est inclinée dimanche à Bafoussam, 0 but contre 1, devant le Racing local. Un match au cours duquel les Nassara Kamakai sont restés impuissants devant les buts. Un autre prétendant au titre, Unisport du Onkam, a été battu à domicile par Lyon blessé de Fotoni, 0 but contre 2. Au stade de la réunification, New Star de Douala a été battu par les Astres, 1 but à 0. Cependant, malgré leur défaite, ces clubs conservent leur place dans le haut du tableau. Et avant la note à l'international, rappelons que notons que dans la deuxième partie de ce journal, nous allons recevoir Maître Simon-Serge Kakak. Avec lui, nous allons aborder une fois encore l'actualité autour de ce code pénal adopté la semaine dernière à l'Assemblée nationale. C'est à la faveur d'un conseil extraordinaire de l'ordre qui se tient donc demain, mardi. Mais avant cette note à l'international au Royaume-Uni, l'Écosse revendique son indépendance. Le Brexit a ses conséquences futures et font donc craindre le pire aux dirigeants du pays. Les précisions avec nos confrères d'Euronews. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon juge très probable la tenue d'un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse, où les électeurs ont voté à 62% pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Il y a 2 ans, les Écossais avaient rejeté l'indépendance à 55%, mais le Brexit change la donne. Peut-être que tout ne va pas se passer tout de suite, mais cela va être l'expérience la plus néfaste qu'a connue le Royaume-Uni depuis la Seconde Guerre mondiale, a-t-elle déclaré. Et vous savez, je ne veux pas que l'Écosse la subisse. Tout le monde sait que je soutiens l'indépendance. Je ne pars pas du postulat que c'est l'indépendance qui prime, mais il faut protéger l'Écosse. Et si pour protéger l'Écosse, il faut envisager l'indépendance, il faut absolument que nous soyons en mesure de le faire. Nicola Sturgeon a aussi évoqué un scénario selon lequel le Parlement écossais pourrait bloquer le Brexit. En réalité, il doit bien se prononcer sur cette décision et il peut ne pas donner son consentement sans pour autant avoir un pouvoir de blocage. Nicola Sturgeon s'est engagé à étudier dans les prochains jours avec Bruxelles les modalités d'un maintien de l'Écosse dans l'Union européenne. Et voilà pour la première partie de ce journal. Retrouvons-nous dans quelques instants pour la seconde partie. À tout de suite. Merci à vous, Maître Simon-Serge Kakak, d'être là pour répondre aux questions d'Equinox Télévision. Merci et bonsoir Albertine Bitiaga. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision.
Alors, le code pénal adopté la semaine dernière à l'Assemblée nationale continue de faire débat. La preuve, une session extraordinaire du Conseil de l'ordre du barreau est prévue pour demain, mardi. Selon les informations que nous avons reçues, il s'agit encore pour les avocats de faire des propositions pour un réexamen donc, de ce projet de loi qui a été adopté, rappelons-le, à l'Assemblée nationale. Alors, en tant qu'avocat au barreau du Cameroun, je ne l'ai pas précisé, pourquoi est-ce que les hommes de loi s'obstinent à revenir sur ce code-là alors qu'on sait que manifestement ils ne sont pas entendus ni par le gouvernement, encore moins par l'Assemblée nationale qui a malgré tout adopté ce projet? Ce que je tiens à préciser, c'est que je ne saurais avoir la prétention de parler au nom de tous les hommes de droit, encore moins du barreau de Cameroun, qui s'est largement et savamment exprimé sur cette question, sous la conduite du bâtonnier Jackson Francis Nekanga. Donc, objectivement, je pense que je n'ai pas le droit et le pouvoir de venir parler sur le nom des avocats. En répondant à votre invitation, c'était pour essayer de donner d'apporter ma modeste contribution à la meilleure perception d'une disposition particulière. Alors, allons-y donc à cette disposition particulière, puisque vous ne voulez pas vous prononcer sur ce conseil extraordinaire. La disposition dont vous parlez, c'est certainement celle concernant l'article 127 de ce nouveau code pénal qui accorde donc désormais l'immunité aux membres du gouvernement. Alors, qu'en est-il de ce code, puisqu'on apprend que ce n'est pas une disposition nouvelle, mais qu'elle a été reformulée? Quelles sont les précisions que vous pouvez apporter à nos téléspectateurs à ce sujet? Oui, ce que je peux faire observer déjà de prime abord, avant de répondre exactement à votre question, c'est que lorsqu'on interprète un texte, on se situe sous deux aspects. D'abord, du point de vue téléologique, ça veut dire quoi? En recherchant l'esprit, c'est-à-dire les objectifs recherchés par les législateurs. Et de deux, maintenant, on se place sous l'angle littéral, comment le texte a été réellement rédigé. Je pense que ce qui fait problème concernant cette disposition, l'article 127 du nouveau code pénal, je ne sais pas si c'est déjà le nouveau parce qu'en réalité il n'a pas encore été promulgué, surtout que nous attendons son examen par la Chambre haute du Parlement. Mais tel que j'ai lu ce nouveau texte, ce qui fait problème, à première vue, c'est sa rédaction. Parce que, qu'est-ce que ce texte dit? Ce texte dit clairement, est puni d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans, tout magistrat ou officier de police judiciaire qui, en violation des textes sur les immunités, poursuit, arrête ou juge un membre du gouvernement ou un membre du Parlement. En réalité, au-delà des immunités dont on peut parler ici, ce qui frappe à l'œil nu, c'est que c'est une menace lancée aux magistrats. On dit aux magistrats de ne plus faire leur travail. Quand il s'agit d'un membre du gouvernement, quand il s'agit d'un député, quand il s'agit d'un sénateur. Donc en réalité, c'est ça qui choque à première vue. Maintenant, si nous nous situons du point de vue téléologique, ça veut dire si nous recherchons l'esprit ou bien l'objectif recherché par le législateur sur cette disposition, ou bien à travers cette disposition, ici, on cherche à protéger de manière absolue les membres du gouvernement et les membres du Parlement, ce qui constitue une véritable incongruité. Alors, Maître Kaka, est-ce que ce texte est nouveau? Est-ce qu'il existait déjà dans l'ancien code, ou alors dans le code qu'on utilise actuellement? Non, le code qui est encore en vigueur dans notre pays à l'heure actuelle comporte une disposition sur les immunités politiques. Ça veut dire quoi? Il y a les immunités parlementaires, il y a les immunités accordées aux membres du gouvernement. Ces immunités existent. Maintenant, pourquoi nous pensons que la nouvelle disposition constitue une véritable incongruité? C'est tout simplement parce que, vous savez, depuis plus d'une décennie, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, s'est inscrit dans une logique de lutte contre la délinquance économique et financière dans notre pays. Et nous savons que les membres du gouvernement sont les acteurs principaux de cette délinquance.
Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous combattez la délinquance économique et d'un autre côté, vous dites que vous interdisez aux magistrats de poursuivre les ministres. Et je vais vous dire une vérité. Lorsque vous prenez le texte sur le tribunal criminel spécial, il ressort clairement que le procureur général, près le tribunal criminel spécial, peut être saisi par voie de dénonciation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel citoyen peut dénoncer une situation, peut-être de détournement qui concerne les membres du gouvernement. On ne peut pas interdire au procureur général de ne pas ordonner l'ouverture d'une enquête. Alors, qu'est-ce qui inquiète des avocats dans ce texte-là? Si c'est un texte qui existait déjà, pourquoi c'est aujourd'hui que ce texte fait mal? Non, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure à l'oreille de mon propos. Je ne saurais parler sous le nom des avocats. Vous savez que qu'est-ce qui inquiète l'avocat que vous êtes? Voilà, maintenant je vais répondre à cette question à titre personnel. À titre personnel. Ce qui me choque dans ce texte, je l'ai dit tantôt, c'est que ce texte, à mon avis, constitue une incongruité. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas, dans un état de droit, prendre sur vous de combattre la délinquance économique et empêcher aux magistrats de faire le travail. Moi, j'étais convaincu, lorsque j'ai appris qu'il y a un nouveau code pénal, un nouveau projet de loi sur le code pénal, qu'un nouveau projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale, moi je m'attendais plutôt à ce qu'on limite l'immunité. J'ai été surpris de savoir plutôt que cette immunité a été renforcée. Okay. Vous savez, dans tous les états de droit, lorsqu'on décide d'engager des procédures contre la délinquance économique, on donne beaucoup plus de pouvoir aux magistrats. On ne limite pas le pouvoir des magistrats pour renforcer les pouvoirs de ceux qui sont au centre de la délinquance. C'est ça qui me paraît incongru dans ce texte. Alors donc, pour qu'on comprenne bien, le texte initial a été renforcé, l'immunité a été renforcée dans le nouveau texte qui est à l'Assemblée nationale. Alors, votre avis pour sortir, parce que nous allons sortir par là, quel est votre avis personnel sur ce projet de loi qui a été adopté à l'Assemblée nationale? Votre avis en général? Non, ce que je suis en train de dire, bon, je ne reviendrai pas sur les débats. Vous savez, il y a un débat qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. Les gens ont pensé que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, n'a pas associé tous les acteurs de la société à la rédaction de ce code. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat, puisque, en réalité, lorsque nous faisons l'exégèse des textes qui régissent le fonctionnement du ministère de la Justice, aucun texte n'impose au ministre de la Justice de soumettre un travail comme celui-là à l'appréciation de tous les corps de métier. Non. Moi, je dis tout simplement que lorsque j'ai lu le contenu du texte, parce que quand on parle d'un texte, il faut regarder la forme, il faut regarder le fond. Lorsque nous lisons le fond de ce texte, nous constatons quand même qu'il y a des dispositions qui, en réalité, marquent le recul de notre pays. Par exemple, cet article 120. D'autant cet article qui, en réalité, est une grosse atteinte, une grossière atteinte à l'état de droit, parce que lorsque vous lisez ce texte, vous avez le sentiment qu'on a intimé l'ordre, on menace les magistrats, on dit aux magistrats de ne plus faire leur travail, notamment dans le cadre de la lutte contre la délinquance économique dans notre pays. Merci Maître Serge Kakak d'être venu sur notre plateau. Merci Albertine, c'est avec un plaisir renouvelé que j'ai tenu à répondre à votre invitation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision.